Ah, moi, je croyais que c'était un vrai film. Non. J'ai pas toujours une très bonne mémoire, les choses. Je me rappelle pas toujours très bien. Il est là. Il est tout neuf. Tu as des mandants Oui. pour Ah non, moi non plus. c'est bon. Hein? Ben, en fait, on s'est rencontrés au Musée des Beaux-Arts de Chartres. Éric Fabre avait organisé une exposition qui s'appelait Objets illustratifs ou le crève-cœur en 84. Oui, c'est ça. Ouais. Donc voilà, donc c'était des artistes qui travaillaient sur les mythologies privées, enfin sur l'objet, sur la peinture, tout ça. Et, Ils appelaient ça les récits privés, non? les récits privés. Voilà. Oui. Ah, c'est ça, c'est l'œuvre Mama, moi, que j'avais vue au tout début, quoi. Qui m'avait vraiment. Moi, j'avais jamais vu de peinture racontant ces mêmes histoires. Puis après, bon, bah, c'est vrai que tu arrivais de Buenos Aires, donc il y avait une espèce d'empreinte de ta culture. Enfin, ça brouillait les pistes. Il y avait comme un grain de sable dans l'engrenage, parce qu'on était dans cette expression assez libre de la peinture. Mais en même temps assez connoté. Toi, t'arrivais, mais avec d'autres éléments, enfin, des éléments de décor, des choses. Puis quelques années après qu'on se connaît, je suis à Buenos Aires, j'ai retrouvé des éléments d'identification possibles au travers de ta peinture, les objets, les atmosphères, enfin, tout cet assemblage. C'est un peu compliqué ce que tu fais, c'est un peu complexe, hein. Il y a beaucoup de choses qui interviennent. Bon, il y a un fond un peu surréaliste, il y a des accidents, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont en même temps en surface, mais avec toutes sortes de strates, enfin de combinaisons. Enfin, c'est très complexe. En plus, c'est un foisonnement dans le travail qui est complètement incroyable. Et moi, à chaque fois, moi, je te connais vraiment bien, et à chaque fois que je vois ton boulot, que je vois un catalogue, comme là ici, j'ai l'impression de découvrir. Même des choses que je connais puis que je vois vraiment sous un autre aspect. Je me rappellerai toujours de cette œuvre que j'adore, là, avec cette idée comme ça du serpentin, de l'élément volatile de la fête, et puis d'un seul coup, pof, il y a un élément, pof, qui fait référence à la croix gammée. Je me rappelle, on avait fait une espèce d'exposition assez improbable à Nantes. Et là, à un moment donné, le directeur de l'école des Beaux-Arts à l'époque s'est insurgé contre l'œuvre. C'est pas celle-ci, hein, c'était une peinture où tu avais fait une croix gammée, tout ça, en disant il est hors de question qu'il y ait une croix gammée qui rentre dans mon école. Il n'avait absolument pas compris. Alors pourtant sa forme d'art était soi-disant politique. Il ne comprenait pas que toi, dans ton statut d'Argentin et tout, tu mettes en évidence un élément enfin, tout à fait légitime, hein, par rapport à ton histoire. Ce qui est incroyable, c'est que j'ai présenté cette pièce une fois à Buenos Aires. Et ça passait comme un truc naturel, parce qu'on vit ça tous les jours. Il disait en face, ça revient. C'était comme un verre d'eau, comme on voit un verre d'eau, c'était comme une évidence totale. Moi, je dis toujours, si on se met à peindre un arbre, on ne te prend pas pour végétarien, parce que tu prends un arbre ou de la pelouse. Alors, le fait de... Ou une carotte, à la fin. Oui, c'est ça. Alors, si tu fais un croix gammée, tu étais... Mais tu sais, tu étais pris pour un facho. On identifie la pièce comme si ça serait comme si moi un je discours serais... que tu porterais en fait. Oui, Ouais. c'est ça. Les sujets, il n'y a pas de sujets modestes ou de sujets pas modestes. Il y a des éléments qu'on introduit dans le travail, qui sont des éléments, dans mon cas,
et peut-être, comme tu as raison, de la vie quotidienne. Mais je les joue, ces éléments-là. Et si je mets, comme tu as vu dans l'expo, deux ventouses qui se touchent par le bois, et c'est très différent des deux ventouses qui se touchent par le caoutchouc, ou comment ils ont disposé, les rythmes qui se créent entre eux, ils peuvent se donner des bisous, ils peuvent se haïr. Et donc, au fond, ces éléments, c'est des prétextes. Je les utilise pour leur faire dire des choses. C'est comme des personnages. C'est comme... Oui, c'est ce que tu dis souvent d'ailleurs, que tes peintures sont comme des visages. Oui. Ça peut être n'importe quoi. Hein. On me demande souvent pourquoi la poule, pourquoi les coqs, pourquoi les ventouses. Pourquoi pas, je ne sais pas quoi répondre. Hein. L'important, ce n'est pas l'élément, c'est comment on l'introduit et comment on les fait rentrer en rapport avec d'autres choses. Qu'est-ce qu'on les fait jouer à ces choses-là? Qu'est-ce qu'on les fait dire à ces choses-là? Bien sûr, je suis attaché à un objet quotidien, peut-être plus qu'à une autre, mais je les prends presque d'une manière musicale ou abstraite. Quand on commence à faire une chose, on ne sait jamais si ça vaut la peine de la faire ou pas. Hein. Et après, tu dis que tu n'es pas modeste? C'est pas une histoire de modestie. Moi, j'appelle ça de la justesse, pas de la modestie. Hein. C'est la justesse. La justesse est beaucoup plus grande que la modestie. Hein. La justesse, c'est un grand mot. Hein. Si on arrive à être juste, bonjour, hein. C'est gagné. C'est vrai que la mémoire joue un rôle important. Je pense que c'est dans le travail des objets de Claude, comme dans les miens aussi. C'est beaucoup de choses aussi liées à l'enfance. Hein. On ne peut pas faire des choses si on n'a pas si ça ne s'incarne pas, si on n'a pas un lien avec ce qu'on est en train de manipuler, c'est impossible. Il faut qu'il y ait un lien, sinon ça devient artificiel. Après, la question de l'enfance, c'est aussi la question que l'enfance, c'est l'âge d'or de la liberté. Donc cette insouciance, elle est nécessaire aussi. Parce qu'à un moment donné, dès qu'on arrive dans l'âge adulte, dans l'âge de l'accomplissement et tout ça, on est c'est la forme, avec tous les défauts que ça comporte, voilà, de l'hypocrisie, des faux semblants et tout ça. Bon. C'est l'immaturité. On n'est pas encore dans un mur, et donc on n'a pas encore formalisé, on n'a pas encore la forme. Donc c'est vrai que c'est une ressource extraordinaire pour pouvoir jouer avec plus de marge, plus de liberté. Pas se laisser capter par l'adulte civilisé. J'avais fait des lithographies quand j'ai fini les Beaux-Arts à Buenos Aires. Ensuite, j'ai eu un post-diplôme et j'ai tombé à Bratislava et Prague. Et c'est là où j'ai décidé de me consacrer pendant 2 ans parce qu'il y avait de très très bons ateliers de lithographie. Et ensuite, je reviens à Buenos Aires et je fonde un atelier de lithographie. Et j'imprime pour des artistes locaux à Buenos Aires. Et je reprends la peinture à ce moment-là. Et depuis, pendant 20 ans, plus de 20 ans, je laissé tomber la lithographie. Je n'avais pas envie de le faire parce que je pensais que j'allais revenir à le type de travail que je faisais à Prague. Et c'est seulement 20 ans après que j'ai compris que je pouvais l'utiliser d'une manière libre et plus actuelle. Je pouvais l'intégrer à mon travail. Tu sais, dans la lithographie, on travaille par superposition des couches, des couleurs. Et c'est quelque chose que je l'utilise, qui m'a servi aussi pour la peinture. Je travaille avec des couches, transparence, le jeu des opaques et transparents.
Et dans la lithographie, quand je suis revenu à la lithographie, au lieu de l'utiliser comme on l'utilise de manière classique, ça veut dire je fais une image, je la reproduis 30 fois ou 40 fois et je la vends moins cher parce que c'est reproduit, c'est un multiple. La multiple. Au lieu de faire ça, j'ai fait beaucoup de tirages et collections des images. J'ai créé des collections des images, donc j'utilise beaucoup de papier, beaucoup d'impressions pour composer une seule image. C'est pour ça que ça dépasse un peu le format classique des imprimés. Ça peut prendre 2, 3, 4, 5 mètres, des choses qui vont au mur. Voilà. Oui, j'allais dire, il y a même un rapport avec le papier peint, parfois, avec la question du motif et la manière dont tu vas présenter la lithographie. Oui, mais le motif, il est toujours présent, hein, même dans la peinture. Hein. C'est ce que j'appelle les ornements, c'est comme de la musique. Avec les ornements, on peut dire beaucoup de choses. Hein. Il y a des ornements, par exemple, si tu fais des ornements avec des formes très droites, avec des angles, tout ça, ça dégage une chose. Ça crée un rythme aussi. Oui, non? la répétition, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je l'utilise même dans la peinture, quand je fais 2 fois la même chose. J'ai fait un travail énorme qui me prend presque plus de temps ou la moitié du temps d'atelier, que c'est le travail des études, des esquisses préparatoires. Les gens ils pensent que c'est venu comme ça d'une manière naturelle et fraîche. Alors que c'est très construit. Et direct. Je ne sais pas construit, mais je passe par beaucoup de moments, par beaucoup d'étapes. Et la première étape, c'est le travail sur des planches de carton que je prépare. J'ai quelques intuitions très vagues de qu'est-ce que j'aimerais faire, mais rien de précis. Et c'est au moment où il y a une couleur qui apparaît, où je jette une couleur, il se trouve que cette couleur, il occupe un espace plus ou moins grand, et que cette couleur, il peut être liquide, ou ça peut être un aplat uniforme, ou ça peut être quelque chose qui commence à bouger, une couleur qui bouge à l'intérieur avec beaucoup de nuances, et tout ça. Et il y a une espèce de ping-pong et de dialogue qui se produit chez moi, où cette couleur, il me ramène à une autre. D'un coup, il y a une forme qui rentre, et cette forme, elle est contredite par une autre, et tout ça. Et là, il y a un jeu de diversité qui se crée, où je me pose toujours la question, c'est une question que je me pose pas seulement moi, je pense que tous les artistes se le posent, c'est la question qui est très classique entre unité et diversité. Et tu travailles avec des couleurs très particulières, on reconnaît les couleurs de ton travail. Il n'y a pas de couleurs très criardes, il y a beaucoup de lumière par exemple dans tes couleurs, mais il y a une palette très particulière. Je cherche à me sentir à l'aise avec ce que je suis en train de faire, donc je trouve les couleurs qui me font sentir, qui me parlent à moi-même, mais c'est pas quelque chose de... C'est pas une idée fixe que j'ai avant. Après, je travaille beaucoup par superposition, comme je te disais. Et en fait, j'utilise l'acrylique d'une manière très classique, comme on utilisait l'huile à l'époque de la découverte de l'huile. La Renaissance, ça veut dire des couches plutôt de clair-obscur où il rentre le modélage. Et ensuite des couches très transparentes qui viennent à donner de la lumière à ce modélage. Par exemple, la ventouse, tu peux la faire presque en noir et blanc au départ. Et ensuite, une fois que c'est sec, tu ajoutes une couche de couleur. Ça ressemble, pour parler de manière vulgaire, aux photos colorées que nous on faisait au départ, colorées à la main.
Et ça donne une autre lumière. C'est pas superposition. Le déclencheur de beaucoup de travail, c'est la couleur. Après, c'est une histoire de format qui est très important. C'est pas la même chose faire un truc qui a 30 cm qu'un truc qui a 6 mètres. C'est pas du tout ça parle pas de la même manière. Et 4 mètres de bleu de Prusse, c'est pas la même chose que 20 cm de bleu de Prusse du point de vue du regard. Donc il y a un choix à faire très important sur le format et la dimension. Et ça, c'est quelque chose que tu sais, justement, quand tu fais tes esquisses, tu sais que le format va être grand. Tu as déjà une idée? Ou petit? Oui, ouais. Et je ne les fais pas au départ. Ça se déclenche progressivement jusqu'à que j'arrive à quelque chose qui m'intrigue, où je pense qu'il faut faire, que ça donne lieu à réaliser une pièce. Et une chose qui est intéressante aussi, c'est que si on avance trop dans l'esquisse, c'est plus la peine, parce qu'on tombe, c'est un truc horrible, on tombe dans la reproduction en grand d'une chose qu'on a fait en petit. Il faut que quelque chose se passe aussi au moment de la réalisation. La réalisation ne peut pas être la reproduction, sinon il n'y a plus d'aventure. Donc je n'ai pas une idée précise non plus de résultat. Je te disais une fois que là, quand je considère que le travail est fini, c'est lui qui commence à me parler à moi, et c'est moi qui arrête de l'injecter des trucs, même s'il n'a pas du tout la gueule que j'aurais prévu ou que j'aurais pensé auparavant. Elle peut être maladroite ou elle peut être autre chose, mais elle est vivante, elle parle. Je l'accepte. Je l'accepte. Là, j'ai très envie de revenir sur des petits formats. J'ai réalisé récemment des petits formats que je vais montrer. Ça m'intrigue énormément, les petits formats. C'est vraiment un défi. Des fois, je passe beaucoup plus de temps dans un petit format parce qu'il faut condenser. J'allais dire, ça demande de la synthèse, en fait. Un petit format, c'est comme un conte. Avec un grand tableau, tu peux faire comme un roman. Mais un petit format, c'est comme un conte. Alors, il faut être hyper précis et condenser, synthétiser. Et en même temps, il faut qu'il soit riche. Mais il faut qu'il aille direct à la chose. Donc, Parce que quand je vois ça, Fruta et Fils, là, et c'est en même temps des éléments qui sont assez libres, tout ça, voilà. C'est un peu sauvage, mais en même temps, c'est ultra construit, quoi. Oui, c'est construit. Ah, oui. Je travaille pas mal, la construction de... La seule chose, c'est que je ne voudrais pas que ça se voie trop. Oui. C'est ce que j'aime pas dans la peinture, au moins dans la mienne, c'est la fatigue. Bien sûr. Il ne faut pas du tout qu'on voie la fatigue. Des fois, on arrive au rendez-vous, mais trop tard. Tu dépasses largement cette question de la peinture, cette question de l'accrochage, comment on navigue autour, comment on s'approprie tous ces éléments-là. Enfin, ça, c'est extrêmement ouvert, quoi. Et c'est pour ça que tu es déroutant. Je pense qu'à un moment donné, il y a des gens qui sont capables de suivre, d'être extrêmement captivés par tout ce que tu mets en route, puis d'autres qui passent à côté, enfin, comme moi d'ailleurs. Il y a un moment donné, les choses se démultiplient, on rajoute, on remet une couche, on élimine. À chaque fois, ce qui se passe, c'est une sorte d'évolution, qui construit petit à petit le truc, mais après, on ne sont même pas capable de dire globalement ce que tu construis, quoi. Ben non, c'est... Les sons interviennent. Et quand j'ai besoin, de manière ponctuelle. Et
Peut-être c'est ce que je vois, mais c'est pas ni meilleur ni pire. C'est que chez moi, c'est comme un truc des fois, beaucoup de fois local. Ça sort derrière la pièce. Et il faut s'approcher parce qu'il est très bas. Il faut s'approcher pour le sentir. Moi, je le joue comme une espèce de surprise, comme un petit moment. Je l'utilise de cette manière-là. Sauf des exceptions comme ce qui va être au frac. Encore une fois, c'est tous les 5 minutes, 30 secondes de son, ou 40 secondes de son, tous les 5 minutes. Donc il y a beaucoup plus de silence que de son. Francis Bacon, il n'arrête pas de parler du rôle de l'accident dans le travail, qui pour lui, presque jusqu'à qu'il ne se produise pas cet accident libérateur. C'est la meilleure des surprises en fait. Oui. En fait, le meilleur qui peut arriver, c'est qu'on soit surpris soi-même par ce qu'on fait. Et pas cet truc autoritaire et paternaliste de vouloir dominateur, de vouloir maîtriser totalement ce qu'on fait. Je ne crois pas du tout. Il faut respecter un peu l'impuissance de chacun, que c'est pas la part qu'on n'arrive jamais à maîtriser. À maîtriser et à faire. Oui. Il faut la respecter, ça fait partie du travail. Oui. Pour vous, ça serait quoi le rôle de l'artiste ou la responsabilité de l'artiste ? L'artiste, c'est bien s'il est complètement irresponsable. Être irresponsable, j'allais dire la même chose. Évidemment, s'il est responsable, c'est marrant, je me doutais de cette réponse. L'irresponsabilité. Oui. Mais quelle responsabilité ? Déjà, on a la chance de pouvoir dédier notre vie à exprimer des choses, à manipuler des choses et tout ça. C'est bon, hein, déjà, comme responsabilité, je veux dire, avoir des gens comme ça inutiles, qui chantent, qui font de la musique. Et qui consacrent leur vie à ça. Oui, écoute, c'est génial. Hein, qu'est-ce que tu peux vouloir de plus pour un homo sapiens? La politique, c'est la gestion des affaires publiques, la gestion et la gouvernance des affaires publiques. Moi, j'ai fait de la peinture. Je ne rêve pas, avec mon travail, de changer l'ordre des choses. Pas du tout. Je sais très bien où ça se situe l'art. Autre chose, c'est dire que moi, je suis perméable à ce qui arrive dans le monde et que j'introduis dans les petits milieux, j'allais dire des merdes, dans les petits milieux de l'art, et que j'introduis des éléments qui me touchent personnellement, parce qu'en tant que citoyen, en tant qu'être humain, je regarde ce qui passe autour de moi. Donc c'est normal que ces éléments-là soient à l'intérieur de la peinture. Mais je fais pas, j'ai aucune prétention de donner des leçons ou faire une campagne politique à travers mon travail. Tu vois, mais c'est pas comme ça que j'envisage le politique en art. Et par contre, à Marseille, tu vas créer une manifestation. Oui, mais c'est une manifestation de peinture. Qui est une forme politique. Mais oui, ils se manifestent, mais je ne sais même pas s'ils sont conscients de ce qu'eux, ils manifestent. Ils sont ce qu'ils sont. Ils sont là. C'est une présence, simplement. Ils n'ont rien à... Ils ne revendiquent rien. Simplement que c'est comme une espèce de procession dans l'espace d'une quinzaine de peintures, ou peut-être moins. Et puis, il faut se méfier de la volonté. Parce que la volonté, c'est comme un ennemi. S'il y avait une volonté dans la maquette ou une proposition, il faut recommencer la chose. Pour ne pas t'imposer ou imposer aux œuvres. Oui, il faut les laisser parler, voir
comment ils jouent dans l'espace les unes avec les autres. Et généralement, je fais une chose que j'aime bien, c'est quand il y a 5 ou 6 personnes dans l'accrochage qui m'aident, et chacun prend une pièce, et je les fais se balader dans l'espace, surtout au moment des doutes ou au moment où il y a un blocage chez moi, où il y a quelque chose qui ne se produit pas. Donc tu as besoin de les voir en mouvement dans l'espace. Ah oui, je les fais bouger, ils avancent, donc, et à un moment donné, ça m'est arrivé de dire stop, c'est là qu'il se passe dans cette... c'est une histoire de distance, de rythme, enfin c'est pas du tout, encore une fois, de raconter une histoire dans les rapports entre les pièces autonomes, c'est plus des histoires abstraites de rythme, de rapports de format, des distances entre les œuvres, des contradictions qui peuvent arriver entre une pièce et une autre. Ou de circulation aussi. Et de circulation aussi, bien sûr. Oui. Et je vois comment les choses se forment, se construisent petit à petit. Et c'est pour ça aussi que dans tes expos, tu vas réinjecter des œuvres plus anciennes avec des œuvres actuelles. Oui, j'ai arrivé même une fois à mettre dans une expo une peinture que j'avais faite quand j'avais 10 ans. Oui, alors que la plupart des artistes veulent tout le temps présenter des nouvelles œuvres et montrer ce qu'ils font en ce moment, ce qu'ils ou elles font en ce moment. C'est par rapport à l'idée de construire un événement ou faire un grand tableau, ou essayer de faire un grand tableau dans l'espace avec la combinatoire des peintures autonomes. Et pour travailler, construire ce type de rapport, j'ai aucun problème à apprendre des choses que j'ai fait il y a 30 ans, ou à 15 ans, ou il y a un mois. Et donc il y a... Est-ce que ça te permet justement de faire le point sur ton travail, de réunir comme ça les œuvres de différentes périodes? Oui, est-ce que le moment de l'exposition, justement, ça m'apprend un peu à comprendre ce que je fais. Je profite de l'expo pour essayer de me comprendre. Et selon vous, qu'est-ce qui vous lie dans vos travaux, Rien, dans vos boulots rien, tous les deux? Absolument rien. Si, évidemment, il y a énormément de choses qui vous lient. Je sais pas, c'est plus à toi de le dire, je sais pas, moi j'ai même jamais réfléchi trop à ça, quoi. Ouais, ce qui me vient, c'est l'idée du décor, en fait, de planter un décor, de créer une c'est situation. Ouais, c'est vrai que c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai que la notion de décor, elle existe comme sujet chez nous. L'expérience de l'espace, Ouais. vous partagez Enfin, ça. Carlo, c'est plus décoratif que moi, quoi. J'ai compris. Toi, t'es plus décoratif d'intérieur, moi, c'est plus décoratif de décorateur de discothèque, quoi. Quand le mot intervient, il est généralement très grand, très fort. Enfin, il est le sujet presque central de la peinture. Oui, après j'ai toute Comme une ta série... série Kouchnir. Oui, la série Kouchnir, c'est ce qui m'a attiré, c'est mettre mon nom en sandwich. C'est des tableaux à 3 niveaux. Il y a un fond, il y a les moments au milieu, il y a quelque chose qui débarque Au premier plan. au premier plan. J'ai cherché un mot à mettre. Et alors, je voulais une chose complètement anonyme. Alors, j'ai cherché et j'avais trouvé Dupont. Mais j'ai travaillé à l'époque avec Dupont. Alors, je ne pouvais pas faire ça. Alors, j'ai dit, bon, je me prends à moi-même. Comme ça, personne Ne t'en voudra. m'en voudra. Je me prends à moi-même. Alors, les gens, ils pensent que c'est des autoportraits. Et peut-être que c'est des autoportraits. Mais en fait, au moment où je l'ai réalisé, ce qui m'intéressait, c'est... Le mot. Les mots en sandwich entre deux trucs. Celui qui est venu en force dans les années 80, c'est le premier, qui va être aussi au panorama, c'est Je suis au café. Mais qu'en fait, la pièce, chacun l'interprète comme il veut, mais chez moi, il y a un côté autobiographique qui n'a rien à voir avec Je suis au café, mais il se trouve que
quand j'étais enfant, j'ai participé à un concours du quartier à Buenos Aires et il y avait un prix. Et le prix, il était montré dans la vitrine de la bibliothèque municipale du quartier sur un tréteau, les tableaux. Je ne sais pas pourquoi, et je n'ai pas pu supporter ça quand je l'ai vu accroché sur un chevalet. Et les tableaux que j'avais fait quand j'avais 8 ou 9 ans. Et je l'ai volé. Tu as volé ta propre œuvre. Oui, et j'ai mis un mot et je l'ai pris, ou je l'ai suis pris, ou un truc comme ça, je ne me rappelle pas très bien. Oui, et quand je dis je suis au café, c'est un peu la même chose, je ne suis pas là. Et je m'enlève. J'aurais voulu être un artiste pour avoir le monde à refaire, pour pouvoir être un anarchiste et vivre comme un millionnaire, et vivre comme un millionnaire. J'aurais voulu être un artiste.